Ils disent un diplomate algérien mis en cause. Donc avant, c'était un attaché consulaire, celui qui travaille au consulat d'Algérie à Créteil. Maintenant, c'est carrément un diplomate de l'ambassade d'Algérie à Paris. Je vous rappelle, il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris depuis le 30 juillet 2024, date à laquelle le président français Emmanuel Macron a décidé de reconnaître en violation de la légalité internationale la marocanité du Sahara occidental, qui est toujours considéré par l'ONU comme un territoire non autonome. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un choc à l'OCI. Le Mali accuse l'Algérie de soutenir le terrorisme. C'est inédit. Un pays africain attaque un autre frère africain. Mais comme le dit Aminata Traoré dans l'Afrique humiliée, quand l'Afrique ne peut plus affronter l'Occident, elle se dévore elle-même. Et pendant que nos dirigeants s'accusent, Nekaz, lui, appelle à l'unité africaine depuis des années. Salam alaikum, Azoul Fillaven, j'espère que tout le monde va bien. Je vous ai dit avant-hier que le Mali, en tout cas le représentant parlementaire du Mali, a accusé avec des mots extrêmement durs l'Algérie de soutenir le terrorisme au Mali. Ça, c'est la représentation des deux chefs d'État, un malien, Monsieur Assimi Goïta, et l'autre algérien, Si Abdelmajid Tebboune. Alors d'habitude, c'est plutôt des pays extra-africains qui accusent d'autres pays africains de corruption, de terrorisme. Là, c'est nouveau. C'est un pays africain qui accusait un autre pays africain. En clair, puisque les pays africains n'arrivent plus à dénoncer les attaques continues, quotidiennes, permanentes de l'Occident contre eux, le plus simple, c'est d'accuser son voisin. Alors, je vous présente un livre de l'écrivaine Aminata Touré qui parle d'Afrique humiliée. Alors, comme l'Afrique a du mal à répondre aux Occidentaux, maintenant, c'est les Africains qui s'humilient réciproquement. On n'ira pas loin comme ça. Alors, pourquoi je vous fais cette introduction? Je vous fais cette introduction car au moment même où le représentant parlementaire du Mali avait accusé l'Algérie de soutenir le terrorisme au Mali, aussi vite entendu, aussi vite répondu. C'était au moment de l'Assemblée des parlementaires de l'Organisation de la coopération islamique. Et en effet, notre représentant, un de nos représentants algériens à cette assemblée parlementaire des 57 pays musulmans, qui est le député Mohamed Yazid Ben Hamouda, a réagi immédiatement en disant « Mais comment l'Algérie peut porter atteinte à un pays, un peuple avec lequel elle a des relations historiques, fraternelles, sociales depuis tellement longtemps ?» Donc, l'Algérie n'a pas attendu. L'Algérie a été extrêmement rapide. Si quelqu'un attaque l'Algérie, on ne fait pas le mort, on réagit tout de suite. Donc un parlementaire a accusé l'Algérie, un parlementaire algérien a défendu l'Algérie. C'est ce qu'on appelle la normalité politique, la normalité diplomatique, la normalité médiatique. Et on est fier d'avoir des représentants qui défendent l'Algérie sans attendre 6 mois ou 1 an ou 10 ans. Voilà, c'est du tac au tac. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer en France depuis, comme vous le savez, depuis le 16 novembre. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Avant, c'était les médias français, c'était les hommes politiques français, puis des anciens ambassadeurs français. Maintenant, c'est la justice française, avec la police française, qui, chaque jour, balance des scoops aux médias français et étrangers concernant cette scabreuse affaire d'un influenceur qui aurait été kidnappé par des attachés consulaires algériens. Alors au début, vous savez, depuis la mi-avril, c'est 3 Algériens, dont un attaché consulaire, qui a été emprisonné. Alors comme ça ne suffisait pas, et dans le cadre de cette réponse graduée chère à la fois à Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger pendant 7 ans, et à Monsieur Bruno Retailleau, écoutez, 1 mois après, hop, on en remet une couche, et là c'est 4 nouveaux suspects arrêtés dans cette même affaire scabreuse. 4 nouveaux.
Donc ça veut dire 4 plus 3, ça fait 7 personnes arrêtées et mises en examen. Mais maintenant, on ne parle plus d'attaché consulaire qui est emprisonné. Je vous rappelle qu'en Algérie, on n'en parle plus. On ne parle plus qu'il y a un diplomate algérien qui a été emprisonné en ce moment. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien. En tout cas, de façon publique, on ne sait pas qui le défend. Alors que j'ai proposé à plusieurs reprises que des avocats algériens d'Algérie ou bien des franco-algériens ici en France puissent défendre notre compatriote. Mais apparemment, le message n'est pas entendu. Mais on va continuer. Donc là, c'est Europe 1, le 16 mai, c'est-à-dire 2 jours. Alors, que dit Europe 1? Que dit Europe 1? Donc, les principales radios françaises. Europe 1 dit que sollicité par l'AFP c'est l'agence France-Presse française, une des 4 plus grandes agences du monde, 2 avocats de la défense, alors je vous rassure, ils ne sont pas algériens, ni franco-algériens. Maître Camille Lucotte et Julien Fresneau n'ont pas souhaité s'exprimer. Ah, il faut la lire, cette phrase. Hein. Sollicité par l'AFP, Maître Camille Lucotte et Julien Fresneau n'ont pas souhaité s'exprimer. Vous vous rendez compte? Ces personnes-là, donc algériens ou proches de l'Algérie, donc sous la protection de l'Algérie, ont des avocats français, 100% français, qui ne souhaitent pas s'exprimer lorsque l'agence France-Presse demande des informations. Mais à quoi ça sert d'être avocat si vous n'êtes pas là pour défendre vos clients? Surtout que ces clients-là sont sous la protection ou du consulat d'Algérie ou de l'ambassade d'Algérie. Alors, je vais y revenir à ces 2 avocats. Mais d'abord, qu'est-ce qui est reproché à nos diplomates algériens? Alors, on a l'impression que c'est les barbouzes version française. Donc maintenant, Le Monde. Journal Le Monde, donc du 16 mai, pareil. Donc, le parquet national antiterroriste, imaginez, hein, le parquet national antiterroriste a décidé de mettre en examen 4 hommes qui ont été présentés vendredi à un juge antiterroriste. Écoutez bien, parce que ça, les oreilles vont apprendre beaucoup de choses. Donc, mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroristes et arrestation, je continue, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de libération avant le 7e jour. Après le 7e jour, c'est plus grave. Donc ça, c'est avant le 7e jour. Et il rajoute, en relation avec une entreprise terroriste. Vous imaginez, quand l'opinion publique lit des choses pareilles, on a l'impression que l'Algérie est un État terroriste. Alors je continue, puisque ils mettent des pépites, hein, en termes de médiatisation policière. Ils disent un diplomate algérien mis en cause. Donc avant, c'était un attaché consulaire, celui qui travaille au consulat d'Algérie à Créteil. Maintenant, c'est carrément un diplomate de l'ambassade d'Algérie à Paris. Je vous rappelle, il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris depuis le 30 juillet 2024, date à laquelle le président français Emmanuel Macron a décidé de reconnaître en violation de la légalité internationale la marocanité du Sahara occidental, qui est toujours considéré par l'ONU comme un territoire non autonome. Donc je poursuis. Selon une source proche du dossier sollicité par Le Monde, le dossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parquet national antiterroriste et le ministère de l'Intérieur, sous la houlette de M. Bruno Retailleau, communique à la presse. Mais oui, eux, ils ont une stratégie, les Français. Donc, selon une source proche du dossier sollicité par Le Monde, un diplomate algérien accrédité en qualité de premier secrétaire de l'ambassade algérienne à Paris a été étroitement mêlé aux préparatifs et à la supervision de l'enlèvement de l'influenceur algérien. Alors, ils ne mettent pas ça au conditionnel, hein, donc c'est sûr et certain, hein, a été étroitement lié. Il n'y a pas écrit serait étroitement lié. Non, non. Journal Le Monde, on n'est pas dans les suppositions, on est dans de la factualité.
Eh oui, de la factualité. Et ils disent que selon la source du monde, donc source ou judiciaire ou sécuritaire, qui a eu accès à l'enquête de la DGSI. Vous savez, en France, il n'y a pas de secret de l'instruction. Il y a Walou, hein, c'est, allez, open bar, n'importe qui peut aller consulter le dossier judiciaire d'un diplomate algérien. Est-ce que vous imaginez? C'est une violation de toutes les conventions internationales, violation du secret de l'instruction. Rien que là-dessus, sur cette question précise, un vrai avocat digne de ce nom peut porter plainte contre la DGSI pour avoir divulgué une enquête en cours. Mais excusez-moi, apparemment, donc je répète cette phrase magnifique, les deux avocats de la défense, maître Camille Lucotte et maître Julien Fresneau, n'ont pas souhaité s'exprimer. Je continue. Donc, selon la source du Monde qui a eu accès à l'enquête de la DGSI, je vous rappelle, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure française, son titre de premier secrétaire n'était en fait que la couverture de ses activités de sous-officier des services de sécurité extérieure algériens. Vous imaginez comment l'Algérie est traitée? Regardez comment l'Algérie est traitée. Regardez, lisez ici, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous arrivez. L'Algérie est traitée comme un État voyou. Voilà. Donc, on ne peut pas être premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris avec des fonctions de diplomate. Non, non. Eux, ils disent, et c'est pas au conditionnel, hein, c'est factuel là aussi. Ce titre de premier secrétaire n'était en fait que la couverture de ses activités de sous-officier des services de sécurité extérieure algériens. Face à l'attaque malienne, l'Algérie ne tarde pas. Le député Yazid Benamoua répond aussitôt. Nous n'avons jamais trahi un peuple frère. Une réponse rapide, digne, ferme. C'est la diplomatie qui s'affirme, pas celle qui subit. Et c'est ce genre de réactivité que Rachid Nekaz réclame depuis toujours. Défendre l'Algérie, sans peur, sans silence. Vous imaginez comment notre Algérie est traitée comme un État voyou? Nous sommes humiliés. Et les avocats qui sont censés défendre ces Algériens ou ces personnes qui sont sous la protection du consulat de l'ambassade d'Algérie ne s'expriment pas. Donc en clair, c'est comme s'il n'y avait pas d'avocat. Ça fait mal hein, de voir comment on est tombé bas comme ça. Alors, je vous rappelle que dans cette dépêche de l'AFP, on parle entre autres d'une avocate qui s'appelle Maître Camille Lucotte, qui ne veut pas s'exprimer, hein, attention. Peut-être qu'elle ne sait pas parler, je ne sais pas. En tout cas, elle a un diplôme d'avocat depuis 2007, regardez. Voilà cette avocate française, elle n'est ni algérienne ni franco-algérienne, comme si l'Algérie n'avait pas d'avocat, il n'y avait pas de maître Fatima Ben Braha, maître Bouchechi, maître Assoul, maître Badi. On a des dizaines, des centaines d'avocats algériens qui maîtrisent et le droit français et la langue française, qui pourraient aider l'ambassade ou le consulat d'Algérie. Non! Faisons appel à des jeunes stagiaires avocates. Regardez. Maître Camille Lucotte, elle est avocate depuis 2017 seulement. Elle en compte 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 ans. Ça fait que 8 ans elle est avocate. 8 ans. Donc le consulat d'Algérie ou l'ambassade d'Algérie fait appel à des jeunes avocats qui ont 8 ans d'expérience seulement. Alors continuons. Vous vous rappelez de l'avocate qui a défendu le ministère de la Justice algérienne pour demander l'extradition de l'ancien ministre de l'Industrie, M. Abdeslam Bouchaleb. Vous savez qui a défendu le dossier de l'Algérie? Donc l'Algérie, c'est le pays de l'Arbi Ben Mhidi et de Hassibat Belbali, Arbi El-Hamam. Pareil, c'est une petite avocate, petite stagiaire, maître Anne-Sophie Partek. Voilà. Donc en dehors d'avoir un point commun d'être brune et d'avoir les cheveux longs, bah, ce sont des stagiaires. Regardez, sur le site officiel du cabinet dans lequel elle travaille, cabinet Grossman. Vous vous souvenez, maître Kevin Grossman, qui est très fier d'être marocain. Vous croyez qu'un cabinet qui est très fier d'être marocain
va bien défendre les intérêts de l'Algérie, étant donné la guerre qui est entre l'Algérie et le Maroc? Vous savez, je suis très inquiet. Wallah, je suis très inquiet. J'ai beau faire des vidéos, vous expliquer en détail avec des preuves qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond, mais là, on n'est pas entendu. Mais allez, c'est pas grave. Vous savez, moi, j'ai tout mon temps. En prison, j'ai appris à être extrêmement patient. Donc voilà, maître Anne-Sophie Partes, qui est avocate depuis 5 ans seulement. 5 ans, depuis 2020. C'est elle-même qui l'écrit sur le site internet du cabinet d'avocats Grossman. 5 ans, regardez, j'ai mis un beau point d'interrogation. 5 ans. Elle a 5 ans de métier. Bah, évidemment qu'elle a échoué à la cour d'appel pour demander l'extradition. Vous croyez que quelqu'un qui a 5 ans de métier peut gérer un dossier aussi lourd que la demande d'extradition d'un ancien ministre de l'industrie algérienne qui a été condamné en Algérie à 5 fois 20 ans de prison? Il faut être sérieux. La prochaine fois, faites appel à un étudiant en première année de droit, vous allez avoir le même résultat, c'est-à-dire un échec. Donc vous avez maître Anne-Sophie Partes qui a 5 ans de métier, qui a échoué dans la demande d'extradition formulée par le ministère de la Justice algérienne pour que l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, puisse être à nouveau jugé en Algérie. Et vous avez maître Camille Lucotte, qui a 8 ans de métier, qui refuse de répondre aux journalistes de l'AFP. Vous savez très bien que l'AFP, ensuite, s'est repris dans tous les médias du monde entier. Et donc, son nom, maintenant, vous tapez son nom sur Internet, il y a marqué, elle refuse de s'exprimer. Elle refuse de s'exprimer. Vous vous rendez compte? Elle est censée défendre un diplomate. Et elle refuse de s'exprimer. Donc, 5 ans de métier pour Anne-Sophie Partes et 8 ans de métier pour maître Camille Lucotte. Alors, à votre avis, en Algérie, est-ce qu'ils auraient le droit de défendre un dossier au niveau de la Cour suprême ou du Conseil d'État algérien? Je vais vous répondre tout de suite. Regardez ces deux avocats-là. Est-ce qu'avec 5 ans de métier et 8 ans de métier respectivement, est-ce qu'elles auraient le droit de défendre un dossier auprès de la Cour suprême algérienne ou du Conseil d'État algérien? Réponse dans 2 secondes. Bismillah. Vous savez, moi, je parle qu'avec des preuves. Je ne parle qu'avec des preuves, mes chers compatriotes. Alors, Jumhuriyya Jazairiyya Démocratie Chabia. Voilà, ça c'est un dossier de la Cour suprême algérienne. Ok. قانون الرقم donc 218 63 donc numéro 218 63 المورح فيه 18 juin 1963 donc ça date du 18 juin 1963 متضمن إنشاء المجلس الأعلى. Voilà, donc c'est la loi du 18 juin 63 qui fait état de la création de la Cour suprême algérienne. Vous voyez? Donc ça c'est en arabe et maintenant c'est en français. Loi du numéro 63-218 du 18 juin 63 portant sur la création de la Cour suprême algérienne. Ok? Voilà. Et que dit l'article 11? L'article 11 paru au journal officiel, bien sûr. Paru au journal officiel le 28 juin 63. Journal officiel de la République algérienne. Regardez. Paru donc 10 jours après, 28 juin 63. Journal officiel de la République algérienne. Alors, article 11. Il dit: les requêtes et mémoires doivent être signées par un avocat près la Cour suprême. L'ordre des avocats près la Cour suprême est composé d'avocats ayant plus de 10 années d'inscription. 10. Pas 5, hein. Maître Anne-Sophie Partes, elle a 5 ans, regardez. 2020. Non, la Cour suprême algérienne, on ne plaisante pas. Regardez, c'est 10 années. 10 ans. C'est 2 fois 5. Donc 10 ans d'inscription. Néanmoins, le ministre de la Justice peut réduire cette condition d'ancienneté pour les avocats pouvant justifier d'une participation effective à la lutte pour la libération nationale. Donc on est en 1963. Ceux qui avaient arrêté on va dire, qui n'avaient pas pu exercer leur métier d'avocat pendant la guerre d'Algérie, étaient dispensés de ces 10 ans. Il fallait juste une année d'ancienneté pour pouvoir porter un dossier au niveau de la Cour suprême algérienne. Donc, c'est bien 10 ans d'expérience. Donc, l'Algérie réclame 10 ans d'expérience.
Donc comment se fait-il que notre pays, qui exige 10 ans d'expérience pour soumettre des dossiers aussi importants, comment notre pays, au niveau des représentations consulaires ou diplomatiques, peut-il faire appel à des avocats qui ont 8 ans d'expérience comme maître Camille Ducote ou 5 ans d'expérience comme maître Anne-Sophie Partex? Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible? Vous savez que c'est une violation de la loi algérienne de faire appel à des avocats qui ont si peu d'expérience. C'est une violation des statuts même de la Cour suprême algérienne. C'est gravissime, vous savez. Normalement, le président de la République et en l'occurrence aussi le président de la Cour suprême devrait interdire à toutes les ambassades d'Algérie à travers le monde et à tous les consulats d'Algérie à travers le monde de faire appel à des avocats qui n'ont pas au moins 10 ans d'expérience. L'Algérie, c'est pas un stage quand même. C'est pas une école de formation pour les jeunes stagiaires d'avocats français. C'est un pays, on a un drapeau, on a une armée, on a une justice, on a une diplomatie. Et que fait le ministre des Affaires étrangères pour se saisir de cette affaire? Mais c'est pas acceptable, voyons. Bon, vous avez remarqué, il n'y a pas d'avocat algérien. Alors j'ai essayé de chercher sur Internet, est-ce qu'il y avait des avocats algériens en France? Évidemment que oui, mais il faut être factuel. Alors j'ai trouvé une étude parue en 2016 sur la nationalité des avocats étrangers exerçant dans les barreaux français. Regardez. Voilà. Et à date de 2016, comme vous pouvez le voir ici. Donc au 1er janvier 2016, c'est-à-dire il y a 9 ans, il y avait en France 2177 avocats étrangers. Voilà. 2177 avocats étrangers, c'est ici. Et parmi ces 2177 avocats étrangers à Paris, il y avait 246 avocats du Maghreb. Voilà, je l'ai mis en bleu pour que vous voyez. Ici, 246 avocats du Maghreb. Donc vous pouvez imaginer que c'est autour de 40% de ce chiffre qui sont des avocats algériens en 2016. Donc facilement, le chiffre a dû tripler ou quadrupler. Donc si on prend 40% de 246, ça fait à peu près 100 avocats. Multiplié par 3 ou 4, vous avez entre 300 et 400 avocats étrangers algériens à Paris. Et je ne vous parle pas des franco-algériens. Là, vous en avez au moins 2000. Donc vous avez au moins 2000 avocats franco-algériens, plus 300 à 400 Algériens d'Algérie qui sont avocats et qui exercent en Algérie. En France, pardon. Donc vous avez autour de 2400 avocats ou algériens ou franco-algériens auxquels l'ambassade d'Algérie ou les consulats d'Algérie peuvent faire appel. En France, c'est une autre tempête. Un diplomate algérien accusé d'avoir enlevé un influenceur. Le Monde et la DGSI parlent même d'un agent secret algérien. 3 emprisonnés, 4 arrêtés. Et l'image de l'Algérie piétinée. Une stratégie, une manipulation, Nekaz, lui, aurait déjà mis le projecteur sur ces jeux troubles pour exiger transparence et vérité. Donc, source ministère de la Justice, pôle d'évaluation de la justice civile, statistiques sur la profession d'avocat, situation au 1er janvier 2016. C'est ici, regardez. Voilà, ici. Donc, ce sont des chiffres officiels du ministère de la Justice français. Ça fait mal au cœur quand même, non? En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai mal. Alors, vous savez qu'il y a des avocats algériens très connus en France, extrêmement connus. Si l'ambassade d'Algérie ou le consulat d'Algérie en France ne veulent pas faire appel à des brillants avocats que j'ai cités et qui exercent en Algérie et qui ont des visas, parce que il y a des centaines d'avocats algériens qui ont des visas pour venir en France, donc il n'y a aucun problème pour eux pour plaider, pour défendre l'Algérie. Ça serait même un honneur pour eux de défendre l'Algérie, défendre des diplomates emprisonnés. Alors, je vais vous citer un grand avocat, il est franco-algérien. C'est maître Seddine Hafez, vous le connaissez, puisque avant d'être recteur de la mosquée de Paris, mais c'était un brillant avocat qui défendait les intérêts de l'ambassade d'Algérie. Je dis bien brillant avocat. Mais il pourrait défendre l'ambassade d'Algérie, il pourrait défendre et l'attaché consulaire et le diplomate qui est poursuivi, voyons.
On n'a pas besoin de stagiaires. Franchement, quelle que soit leur qualité, mais écoutez, l'Algérie, elle est pas là pour permettre à des avocats, à des jeunes avocats de faire leur classe. Non, l'Algérie est un grand pays, c'est le plus grand pays d'Afrique. On va pas former des jeunes avocats qui ont besoin d'avoir de l'expérience. Non. Donc regardez ces deux avocates. Comparez un grand avocat qui a au moins, allez, facilement, il doit avoir 35 ans de métier, au minimum. Au minimum, il a 70 ans. Oh, bon, plus que ça. Il a minimum 45 ans de métier, puisqu'il a 70 ans, notre recteur de la mosquée de Paris. 45 ans de métier, on ne fait pas appel à lui, et on fait appel à des petits jeunes comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, il faut que ce scandale cesse. Alors, en plus de ça, j'ai regardé sur Internet, n'importe qui peut vérifier. Il y a une association qui s'appelle l'Union des avocats franco-algériens, regardez. UAFA. Union des avocats franco-algériens. Et le président de cette association, donc ça a été mis à jour le 27 mars 2025, il s'appelle Maître Abdelrazak Boudjalti, 74 rue Blanche, 75 009 Paris. Il y a son email. Et la vice-présidente, c'est Maître Lilia Kaloun Drouy. Voilà, c'est public. Voilà, l'Algérie peut faire appel, par exemple, à cette union des avocats franco-algériens. Ben, j'en suis sûr qu'ils ont le fichier de tous les avocats franco-algériens. Regardez. Je continue. J'ai pris 2 cabinets au hasard sur Internet. Allez, le premier, Maître Nadir Hassan. Maître Nadir Hassan, regardez. Il a un CV extraordinaire. Je le connais pas, hein, donc j'ai pris vraiment au hasard sur Internet. Hein. Alors, notre avocat algérien, franco-algérien Nadir Hassan, il est docteur en droit international et communautaire, c'est-à-dire il connaît très bien le droit européen. Il est avocat au barreau de Paris et membre du barreau pénal international, donc c'est pas un amateur, il n'a pas 5 ans de métier. Soyons sérieux. Écoutez bien, en plus de ça, il est ancien expert du gouvernement algérien pour le programme d'accession de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce et d'association à l'Union européenne. Il intervient principalement en droit international. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est sur sa page, sur son compte professionnel. Maître Nadir Hassan, et il travaille pour un cabinet qui s'appelle Carbonnier Lamaze Ral. Il n'y a pas 5 ans de métier, ce monsieur, voyons. Pourquoi l'Algérie ne fait pas appel à des compétences? En plus, il a déjà travaillé pour le gouvernement algérien. Vous vous rendez compte? On laisse des compétences comme ça, comme Maître Nadir Hassan ou Maître Shamseddin Hafid, et on va voir des jeunettes, quoi. 5 ans de métier. 5 ans de métier ou 8 ans de métier. Franchement, je suis choqué. Wallah, je suis choqué. Moi, je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il y a à la tête des gens qui s'occupent de ces dossiers-là. Franchement, je suis très inquiet. Allez. Un autre cabinet d'avocats. Alors là, c'est 3 Algériens. Regardez. C'est beau quand les Algériens travaillent ensemble. C'est pas beau, ça? Ils travaillent ensemble. Bon, je crois que c'est 3 Algériens, puisque leur spécialité, c'est l'Algérie. Ils ont un bureau à Paris, 73 boulevard Sébastopol, dans le 2e arrondissement, et un bureau à Alger, 3 Clos les Vergers, à Qobba. Regardez, Maître Bozotin Ahsen, Maître Yahya Amnesh et Maître Rachid Hallal. C'est pas beau, ça? Et ça s'appelle BH Avocat. Regardez. Ça fait plaisir quand même. Hein. Vous avez un cabinet d'avocats avec 3 avocats algériens qui travaillent ensemble. Regardez la belle photo. Voilà, ils bossent ensemble, la classe, costume, cravate, machallah. Et puis, leurs compétences sont publiques. Maître Bozotin Ahsen, docteur en droit, Université Parenceau, 2SS en administration fiscale, à Paris-Dauphine, une des plus grandes universités de France et d'Europe. Et puis, bien sûr, avocat. Maître Yahya Amnesh, docteur en droit, Université Parenceau, 2SS économie douanière et fiscale, donc il s'y connaît, à Alger. Et Maître Rachid Hallal, diplômé Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est la classe. J'ai pris au hasard, hein. Regardez, c'est pas beau ça? Vous savez, quand je vois que nos représentations consulaires et diplomatiques font appel
des petits genoux là, une petite jeunette de 5 et 8 ans de prison, pardon, je suis traumatisé par la prison, 5 et 8 ans de métier et qui refuse de parler à la presse. Vous vous rendez compte, elle refuse de parler à la presse. Pourtant, quand ils font des études de droit, ils apprennent à parler, à la fois dans un tribunal, devant les médias, dans des conférences. Hop, ils refusent de s'exprimer. Incroyable. Imaginez, nous sommes pendant la guerre d'Algérie. On est à partir de 1956. Regardez, vous connaissez cette photo? Tout le monde connaît maître Jacques Vergès, qui a défendu le FLN. Et là, est-ce que vous connaissez? Ça, c'est maître Mourad Ousseddiq, il est mort en 2005. Mourad Ousseddiq, maître Mourad Ousseddiq, c'était un ténor du barreau de Paris. Je ne sais pas si vous imaginez. C'était il y a, allez, 70 ans. Maître Mourad Ousseddiq était un ténor du barreau de Paris et d'Alger. Maître, aïe. On avait de l'excellence avant. On ne faisait pas appel à des petits stagiaires. Et vous savez que le FLN a confié la tâche à maître Mourad Ousseddiq de mettre en place un collectif d'avocats du FLN. Et il y a 2 brillants avocats qui se sont chargés de mettre en place ce collectif qui a compté 100 avocats. Vous imaginez, pendant la guerre d'Algérie, le FLN savait faire de la politique, savait mettre en place une stratégie. Ça fait combien de mois que je vous dis qu'il faut que l'Algérie mette en place un front juridique, un front politique, un front diplomatique, un front médiatique, un front intellectuel? Il ne s'est rien passé. Il y a eu une belle déclaration de notre ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, qui a dit qu'il fallait mettre en place un front médiatique uni, mais il ne se passe rien. La preuve, l'Algérie a choisi des avocats qui refusent de parler à la presse. Il est où le front médiatique uni? Il y a 70 ans, le FLN a mis en place un front juridique de 100 avocats pour défendre les prisonniers du FLN. Mais oui, il y avait de l'intelligence collective à l'époque. Elle est où? Elle est passée où, cette intelligence collective? Donc il y avait maître Mourad Ousseddiq qui s'est chargé avec un autre avocat de mettre en place ce collectif des avocats du FLN qui a compté 100 avocats. Aujourd'hui, on n'a même pas un seul avocat. Et c'est qui le deuxième? C'était le brillant avocat. Oui, je dis bien brillant parce que je vais faire une vidéo spécialement sur lui dans quelques jours, dans 5 jours exactement, à l'occasion de son assassinat. Maître Amokran Ould Aoudia. Eh oui, brillant avocat. À 35 ans, ils l'ont tué. Et qui l'a tué? Ah, c'est pas le petit voyou du coin, hein. Sur ordre du Premier ministre français, Michel Debré. Eh oui, Michel Debré, c'est lui qui est le rédacteur de la Constitution de la Ve République française. Donc, sur ordre du Premier ministre français, nous avons le brillant avocat, Maître Amokran Ould Aoudia, qui a été assassiné par les services secrets français. Aucune enquête. Ouello, non-lieu. Ouello. Donc, Maître Mourad Ousseddiq avec Maître Amokran Ould Aoudia se sont chargés de mettre en place un collectif de 100 avocats pour défendre les prisonniers du FLN, les militants du FLN. Il y avait de l'intelligence à l'époque. Aujourd'hui, l'intelligence collective, elle est partie avec ces grands hommes. Donc, il a été tué le 23 mai 1959. Il y a eu une foule immense au moment de ses obsèques, mais nous en parlerons dans quelques jours, Inch'Allah. Donc, nous avions des grands avocats. L'Algérie n'avait pas peur de faire appel à des grands avocats. Aujourd'hui, on fait appel à des Français, 5 ans, 8 ans de métier, qui ne seraient même pas autorisés à défendre un dossier auprès de la Cour suprême algérienne ou auprès du Conseil d'État algérien. Vous savez, vraiment, je suis triste. Là, je comprends pas ce qui se passe. On n'a pas d'ambassadeur à Paris. Vous avez vu les dernières rumeurs qui ont été colportées par un influenceur algérien, reprises dans tous les médias marocains pour salir l'image de l'Algérie en disant que l'ancien ambassadeur qui a été nommé à Lisbonne, pourtant en octobre 2024, suite à un décret du président de la République, donc il est ambassadeur
à Lisbonne, ils ont dit qu'il avait demandé le droit d'asile à la France. Vous savez, ça m'attriste. Mais ça m'attriste de voir comment notre pays est humilié. Oui, humilié. Notre pays est humilié parce qu'on fait silence. Même les avocats français qui ont 5 ans, 8 ans de métier, ils veulent même pas parler aux médias. Le chargé d'affaires à l'ambassade d'Algérie à Paris, pourquoi il ne parle pas dans les médias pour défendre l'honneur de l'Algérie? Mais il faut parler aux médias. À l'époque, il y avait un chargé d'affaires à l'ambassade de Tel Aviv à Paris, il parlait dans tous les médias. Et nous, non, secté. Vous savez, il y a un grand expert en économie, diplômé de sciences politiques à Paris, brillant, il était brillant, il est mort en 2018. Il s'appelle Samuel Selguer. Vous savez ce qu'il avait dit? Il avait dit, est-ce que l'intelligence a fui l'appareil d'État et l'administration? Face à ces accusations graves, 2 jeunes avocates françaises sont désignées. Résultat, silence total. Aucune conférence de presse. Aucune stratégie claire. 5 à 8 ans d'expérience pour une affaire d'État? L'Algérie vaut mieux que ça. Et Rachid Nekaz l'a toujours dit. L'Algérien doit se défendre lui-même. Avec compétence, fierté et courage. Est-ce que l'intelligence a fui l'appareil d'État et l'administration? C'est ce qu'avait dit Samuel Selguer, qui était cofondateur d'un groupe de réflexion qui s'appelle ECAR. Vous savez, je m'interroge, vraiment je m'interroge. Est-ce que vous savez que c'est grâce à des avocats, des brillants avocats, qu'il y a eu des changements importants dans le monde? Alors vous savez, au niveau des accords d'Évian, nous avions un brillant avocat, vous le connaissez. C'est Maître Mohamed Sadr Ben Yahya, qui est devenu plus tard ministre des Affaires étrangères et qui a été tué sur ordre de Saddam Hussein. Vous le savez. C'était un brillant avocat, un des négociateurs des accords d'Évian. En Espagne, nous avons eu Felipe González, qui a assuré la transition entre la dictature et la démocratie en Espagne au début des années 80. Vous connaissez ce monsieur? Harvard, vous le connaissez? Gandhi. Avant d'être un homme de paix, vous savez c'était quoi son métier? Brillant avocat. D'abord en Angleterre, ensuite en Afrique du Sud. Les gens ne le savent pas, mais Gandhi, le Mahatma Gandhi, était avocat en Afrique du Sud pour défendre notamment les Indiens qui vivaient en Afrique du Sud et qui étaient victimes de discrimination. Et l'Afrique du Sud, vous la connaissez, il y a un autre grand homme, c'est Nelson Mandela. Et la particularité de ces 2 grands hommes, avant d'être connus comme 2 grands hommes de paix, c'était 2 grands avocats. C'était des avocats. Et eux ne se cachaient pas, voyons. Ils parlaient, ils s'exprimaient, ils écrivaient, ils défendaient brillamment leur cause, aussi bien dans les prétoires des tribunaux que devant les médias du monde entier. Le métier d'avocat est un métier extrêmement noble. Ah, si aujourd'hui, on ne fait pas appel à des avocats algériens alors qu'on a plus de 63 ans d'indépendance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le FLN faisait appel à des grands avocats algériens, il n'avait pas peur, hein, pour défendre les intérêts de l'Algérie. Maître Mourad Ousseddiq et Maître Amokran Ouldaoudia. Et aujourd'hui, on fait appel à des stagiaires. En plus, c'est même pas des Algériens. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, si nous ne tenons pas compte de l'opinion publique, l'image de l'Algérie va continuer à être dégradée. Oui, elle va être complètement dégradée, l'image de l'Algérie. Regardez comment elle est dégradée. Personne ne réagit, je ne comprends pas. On a l'impression que pour certaines personnes, je ne sais pas qui, puisque le président de la République, encore une fois, il ne peut pas tout faire, le président. Hein. Le président, il donne les directives, mais si derrière, les gens ne veulent pas écouter, il peut rien faire, hein, vous savez, il y a, je ne sais pas, mais il doit y avoir 150, 160 ambassadeurs dans le monde, il y a 58 wali, il y a une trentaine de ministres, il y a des directeurs d'administration, des directeurs centraux, je ne sais pas combien il y en a, des centaines, il y a des chefs de service partout dans le pays. Il ne peut pas tout contrôler, le président. Si nous avons un problème de compétence, il ne peut rien. Des avocats compétents existent.
Hafiz. Nadir Hassan. L'UEFA. Mais absent du dossier. Pourquoi ignorer ses talents? À l'époque du FLN, des figures comme Sadek et Amokran défendaient l'Algérie avec honneur. Aujourd'hui, qui mène ce combat? Rachid Nekaz. Même en silence. Nous rappelle une chose. Sans riposte médiatique et juridique, l'Algérie restera la cible. Il est temps de relever la tête. Vous savez, la bataille de l'opinion publique, si nous ne la menons pas à bien, ça va nous coûter très très cher. Vous savez, j'ai commencé dès le début en vous citant la réaction salutaire de députés algériens lorsque le Mali a accusé l'Algérie de terrorisme. La réaction était immédiate. L'Algérie n'a pas laissé passer. Si nous ne défendons pas, si nous ne gagnons pas la bataille de l'opinion publique, comme on dit chez nous, Zagat Alena, Klana Bobi. L'opinion publique est très importante. Et comment on gagne la bataille de l'opinion publique? Avec des avocats, avec des journalistes, avec des diplomates, avec des intellectuels, avec des militants ou des hommes politiques. C'est avec ces cinq acteurs, qu'on peut gagner la bataille de l'opinion publique. C'est sûrement pas avec la stratégie du silence qui semble être l'alpha et oméga de ceux qui ont en charge du dossier français en ce moment. C'est une terrible erreur. C'est une terrible erreur. Je vous rappelle que le FLN a gagné la bataille de l'opinion publique entre 54 et 62, grâce notamment au niveau judiciaire à la stratégie de la rupture. Vous connaissez la stratégie de rupture de défense qu'avait échafaudé entre autres Maître Vergès avec Maître Mouradou Sadegh. Il y avait de la réflexion à l'époque. Et je finirai avec le livre du grand sociologue allemand Max Weber, qui s'appelle Le savant et le politique. Vous savez, pour être savant, il faut accumuler un certain nombre de connaissances. Sachez que pour être politique, il faut aussi accumuler un certain nombre, un certain volume de connaissances, car la politique, au-delà d'être une science, c'est aussi un art. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, chez une partie de la gouvernance algérienne, il n'y a ni science, ni art. Nous sommes entrés dans ces eaux troubles de l'à peu près qui peuvent être extrêmement dangereuses pour l'image de l'Algérie, la crédibilité de l'Algérie et pour l'avenir de l'Algérie. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Allah yarham shuhada. Rachid Nekaz dénonce l'inaction et le manque de compétences dans la gestion de la défense algérienne, soulignant l'importance de la bataille de l'opinion publique pour préserver l'image et la crédibilité de l'Algérie. En s'inspirant de figures historiques comme Gandhi ou Mandela, avocats et défenseurs acharnés.